La tristesse et la dépression peuvent s'abattre sur nous comme un ciel d'orage, obscurcissant nos pensées et alourdissant nos journées. Mais selon le stoïcisme, ces émotions ne sont pas des ennemis à fuir, mais des signaux à observer avec lucidité. Ce n'est pas en niant ce que l'on ressent que l'on avance, mais en apprenant à ne plus se laisser dominer par nos états d'âme. Le stoïcien ne cherche pas à supprimer la douleur, mais à s'élever au-dessus d'elle. C'est une école de force intérieure, de clarté et de maîtrise. Dans cette vidéo, nous allons explorer ensemble les enseignements du stoïcisme qui peuvent aider à transformer la tristesse en compréhension et la déprime en puissance tranquille. Car oui, il existe une voie pour retrouver la paix, même dans le tumulte. Elle commence par un changement de regard. Ne plus se voir comme une victime des circonstances, mais comme un acteur de son monde intérieur. Chaque idée partagée ici est un outil concret, tiré de la sagesse antique, pour te recentrer. Respire profondément, car ce voyage vers la sérénité commence maintenant. Avant de commencer, aime la vidéo et abonne-toi à la chaîne pour ne manquer aucun de nos nouveaux contenus. Leçon 1. Comprendre la tristesse comme passagère, non définitive. La tristesse frappe à notre porte sans prévenir, comme un orage soudain. Elle nous donne l'impression que rien ne s'arrangera jamais, que le ciel restera gris pour toujours. Mais le stoïcisme nous rappelle une vérité simple, aucune émotion n'est permanente. Tout comme le soleil finit par percer les nuages, la tristesse finira par s'estomper. Ce n'est pas une condamnation, juste une visiteuse temporaire. Imagine que tes émotions soient comme des vagues dans l'océan. Certaines sont douces, d'autres écrasantes, mais aucune ne dure éternellement. La tristesse est une de ces vagues. Elle monte, elle brise, puis elle se retire. Le secret n'est pas de lutter contre elle, mais d'apprendre à flotter. Observer sans paniquer, ressentir sans se noyer. C'est ça, la sagesse stoïcienne en action. Beaucoup croient qu'être fort, c'est ne jamais ressentir de peine. C'est faux. Le stoïcisme ne nous demande pas d'éteindre nos émotions, mais de ne pas leur donner les clés de notre vie. On peut accueillir la tristesse sans la laisser tout diriger. Comme un nuage qui passe dans le ciel, on la regarde, on la reconnaît, mais on sait qu'elle ne reste pas. Quand la tristesse arrive, pose-toi cette question. Est-ce que cela durera encore dans un an? Dans un mois? Même demain? La réponse est presque toujours non. Le temps agit comme un baume, même si sur le moment, on n'y croit pas. Les stoïciens disaient « Ce qui te trouble, ce n'est pas l'événement, mais ton jugement sur lui ». En changeant de perspective, la peine perd de son pouvoir. Tu as déjà remarqué comme un souvenir douloureux finit par devenir moins vif avec les années? Ce qui te déchirait hier semble aujourd'hui plus léger. C'est la preuve que la tristesse n'est pas gravée dans la pierre. Elle s'use, se transforme, parfois même disparaît. Le stoïcisme nous invite à faire confiance à ce processus naturel, au lieu de résister. Bien sûr, traverser une émotion difficile demande du courage. Mais ce n'est pas un signe de faiblesse de la ressentir. C'est humain. Ce qui compte, c'est comment on choisit d'y répondre. Est-ce qu'on s'y accroche comme à une bouée, ou est-ce qu'on apprend à nager malgré elle? La différence est immense. Une technique stoïcienne simple. Visualise ta tristesse comme une feuille emportée par une rivière. Tu peux la regarder s'éloigner sans sauter dedans. Cette distance, même infime, t'aide à réaliser que tu n'es pas ton émotion. Elle fait partie de toi, mais elle ne te définit pas. Tu es bien plus vaste que ce moment difficile. Souviens-toi, les émotions sont comme des couleurs sur une palette. La tristesse a sa place, mais elle ne couvrira pas tout le tableau. La joie, la sérénité, la curiosité reviendront. Le stoïcisme ne promet pas une vie sans ombre, mais il t'apprend à ne pas oublier la lumière, même quand elle semble cachée. Alors la prochaine fois que la tristesse viendra, respire. Rappelle-toi qu'elle est déjà en train de passer. Tu n'as pas à la combattre, juste à la laisser faire son chemin. Comme le dit Marc Aurèle, tu as pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalise cela, et tu trouveras la force. Et c'est ça, la beauté de cette philosophie. Elle ne supprime pas les tempêtes, mais elle t'apprend à danser sous la pluie. Pas en ignorant l'orage,
mais en sachant qu'il ne durera pas. Alors, la prochaine vague de tristesse, tu seras prêt. Leçon 2. Accepter sans jugement et pratiquer l'autocompassion. La vie nous envoie parfois des tempêtes émotionnelles et notre premier réflexe est souvent de nous juger. Pourquoi je me sens si faible? Je ne devrais pas ressentir ça. Mais les stoïciens avaient une approche bien plus intelligente. Au lieu de rejeter nos émotions, ils nous apprennent à les accueillir avec curiosité et bienveillance. La tristesse n'est pas une erreur à corriger, c'est une partie naturelle de notre humanité. Imagine que tu vois un enfant tomber et se faire mal. Tu ne lui dirais pas « c'est de ta faute, arrête de pleurer ». Non, tu le réconforterais avec douceur. Et si on s'offrait cette même gentillesse? Le stoïcisme ne consiste pas à devenir insensible, mais à développer une relation plus sage avec ce que nous ressentons. C'est une philosophie de compréhension, pas de répression. Quand la tristesse ou la colère surgissent, au lieu de déclarer la guerre à ces émotions, essayons quelque chose de radical. Les laisser exister. Pas comme des maîtres qui nous contrôlent, mais comme des visiteurs temporaires. Je te vois, tristesse. Tu es là, et c'est ok. Cette simple reconnaissance désamorce souvent leur pouvoir. C'est ça, l'art stoïcien de l'acceptation active. Sénèque, un grand philosophe stoïcien, comparait l'âme humaine à une eau agitée. Quand on la remue, elle devient trouble, mais si on la laisse reposer, la clarté revient. Nos jugements durs sur nous-mêmes sont comme ces agitations inutiles. L'autocompassion, c'est simplement attendre que la boue se dépose, sans ajouter de nouvelles secousses. Pratique cet exercice puissant. Parle-toi comme tu parlerais à ton meilleur ami en détresse. Tu ne lui balancerais pas des critiques acerbes. Alors pourquoi le faire avec toi-même? Je traverse un moment difficile. C'est normal de ne pas être au top. Cette simple phrase peut changer toute la donne. Le stoïcisme nous rappelle que la vraie force commence par cette honnêteté bienveillante. Attention, accepter ne veut pas dire se résigner. Il y a une différence cruciale entre dire « je suis triste, c'est comme ça, je n'y peux rien ». Je suis triste, c'est humain, et je peux prendre soin de moi dans cette épreuve. La première version est passive, la seconde est empreinte de sagesse stoïcienne. Reconnaître la réalité tout en gardant son pouvoir d'action. Marc Aurèle, empereur et stoïcien, écrivait dans ses pensées intimes « Sois indulgent avec toi-même ». Même lui, l'un des hommes les plus puissants de son temps, avait besoin de cette autocompassion. Cela nous montre que la vraie grandeur ne réside pas dans une perfection illusoire, mais dans la capacité à être humain avec soi-même. La prochaine fois qu'une émotion difficile te submergera, essaie ceci. Mets une main sur ton cœur et respire profondément. Ce geste simple active notre système d'apaisement naturel. Les stoïciens de l'Antiquité ne connaissaient pas la neuroscience, mais ils avaient compris l'importance de ce dialogue intérieur apaisant. Rappelle-toi, personne n'est parfait, et c'est très bien ainsi. Nos défauts, nos vulnérabilités font partie de ce qui nous rend uniques. Le stoïcisme ne nous demande pas d'être des statues impassibles, mais des êtres conscients qui transforment leurs blessures en source de croissance. En cultivant cette autocompassion, tu ne deviendras pas faible, au contraire. Comme un arbre qui plie sous le vent mais ne rompt pas, tu développeras une résilience profonde. Et c'est peut-être là le plus beau cadeau de cette philosophie. Elle nous apprend à être à la fois le jardinier et le jardin de notre propre vie. Leçon 3. Transformer la douleur en force intérieure. La vie nous frappe parfois si fort qu'on a l'impression de se briser en 1000 morceaux. Mais savais-tu que c'est précisément dans ces moments que nous avons une chance unique de nous reconstruire plus solides? Les stoïciens voyaient chaque épreuve comme un maître sévère mais juste, celui qui nous enseigne des leçons qu'aucun livre ne pourrait transmettre. Ta douleur actuelle pourrait bien être le matériau brut de ta future force. Pense à un morceau de métal jeté dans les flammes. Sur le moment, il semble subir une destruction terrible. Pourtant, c'est ce processus qui le purifie et le rend plus résistant. Notre âme fonctionne de la même manière. La tristesse, les déceptions, les échecs. Ces feux intérieurs nous transforment à condition que nous acceptions de traverser l'épreuve plutôt que de la fuir. Le stoïcisme nous propose un changement de perspective radical.
Et si au lieu de demander « Pourquoi moi ?», on se demandait « À quoi cela peut-il me servir ?» Cette simple question ouvre des portes insoupçonnées. Une rupture douloureuse peut développer notre capacité d'amour, un échec professionnel peut révéler de nouvelles passions, une maladie peut nous apprendre l'essentiel. Tout dépend du regard qu'on choisit de poser. Souviens-toi de cette image puissante, le bambou japonais. Pendant des années, rien ne semble se passer après qu'on l'ait planté. Pourtant, sous terre, il développe un réseau racinaire incroyable. Puis soudain, en quelques semaines, il pousse de plusieurs mètres. Nos périodes de tristesse ressemblent souvent à cette phase invisible mais cruciale de préparation. Ce que tu vis aujourd'hui construit la résilience dont tu seras fier demain. Pratique ce petit exercice stoïcien. Chaque soir, note une difficulté rencontrée dans ta journée et demande-toi « Quelle qualité cette épreuve m'a-t-elle permis de développer ? De la patience ? Du courage ? Une meilleure écoute ? » En cherchant systématiquement le cadeau caché dans chaque défi, tu entraînes ton esprit à voir les obstacles comme des opportunités déguisées. Épictète, esclave devenu grand philosophe stoïcien, disait « Ce qui meurt en toi devient fertile ». Ces mots prennent tout leur sens quand on réalise que nos plus grandes forces naissent souvent de nos plus profondes blessures. Un cœur brisé peut apprendre à aimer plus profondément, une trahison peut enseigner la vraie valeur de la loyauté. Attention cependant, transformer sa douleur ne signifie pas faire comme si elle n'existait pas. Le stoïcisme authentique n'est pas du déni, mais de l'alchimie intérieure. Il s'agit de reconnaître pleinement sa souffrance tout en refusant de lui donner le dernier mot. Comme un athlète qui utilise la résistance pour se muscler, nous pouvons utiliser nos épreuves pour fortifier notre caractère. Imagine ta vie comme un livre. Les chapitres difficiles ne sont pas là pour gâcher l'histoire, mais pour lui donner de la profondeur et du sens. Sans eux, le héros ne grandirait jamais. Ta tristesse actuelle est peut-être simplement le passage obscur qui mènera à ta prochaine transformation. Les stoïciens appelaient cela l'amor fati, l'amour de son destin, même dans ses aspects douloureux. En adoptant cette perspective, tu ne subis plus les événements, tu les utilises. Chaque larme peut arroser les graines de ta sagesse future. Chaque déception peut polir le diamant de ton caractère. Le chemin n'est pas facile, mais il est riche de sens. Et c'est peut-être là le plus beau paradoxe. Ce qui semblait devoir t'affaiblir devient finalement source de ta plus grande force. Comme le disait Marc Aurèle, l'obstacle devient la voie. Ta douleur d'aujourd'hui n'est pas une fin, mais le commencement d'une nouvelle version de toi-même, plus sage, plus compatissante, plus résiliente. Et cela, aucun bonheur superficiel ne pourrait te l'offrir. Leçon 4. Voir la tristesse comme un entraînement émotionnel. Imagine ton cœur comme un muscle. Quand tu le soumets à l'effort, il se déchire un peu, puis se reconstruit plus fort. La tristesse fonctionne exactement de la même manière. Elle est l'altère invisible qui sculpte ta résilience. Chaque fois que tu traverses une épreuve sans t'effondrer, tu deviens un peu plus maître de tes émotions. C'est ça, la sagesse stoïcienne en pratique. Les sportifs s'entraînent pour préparer leurs muscles aux compétitions. Nous devrions voir nos émotions difficiles avec le même regard. Chaque vague de tristesse est une séance d'entraînement pour notre âme. La première fois, on se sent submergé. La 10e fois, on reconnaît la sensation et on sait qu'elle passera. La 100e fois, on apprend même à en tirer des leçons. C'est ainsi que se construit l'endurance émotionnelle. Le stoïcisme nous enseigne un secret précieux. Ce n'est pas ce qui nous arrive qui compte, mais comment nous choisissons d'y répondre. 2 personnes peuvent vivre la même déception. L'une en sortira amère, l'autre plus sage. La différence ? La seconde aura compris que la tristesse n'est pas une punition, mais un terrain d'entraînement pour développer sa force intérieure. Pense à la dernière fois où tu as ressenti une grande tristesse. À l'époque, cela te semblait insurmontable, n'est-ce pas? Et pourtant, tu es toujours là aujourd'hui. Cette simple réalité prouve quelque chose d'extraordinaire. Tu possèdes en toi une capacité de résistance que tu sous-estimes probablement. Chaque épreuve traversée est une preuve concrète de ta force, même si tu ne la vois pas encore. Voici un exercice stoïcien puissant.
Quand la tristesse frappe, au lieu de paniquer, dis-toi « c'est mon prochain entraînement ». Observe comment cette simple phrase change ta perception. Tu ne subis plus, tu t'exerces. Tu n'es plus victime. Tu deviens l'élève volontaire de tes propres émotions. Cette attitude transforme radicalement ton expérience de la douleur. Les philosophes stoïciens comparaient la vie à une école où chaque épreuve est un cours particulier. La tristesse serait alors le professeur strict mais juste qui nous enseigne des leçons impossibles à apprendre dans les livres. La patience, l'humilité, la compassion. Accepter cette perspective, c'est commencer à voir nos blessures comme des opportunités de croissance plutôt que comme des punitions. Quand tu te sens triste, essaie ceci. Note 3 choses que cette émotion t'apprend sur toi-même. Peut-être découvres-tu une sensibilité que tu ignorais ou une force cachée qui émerge dans l'adversité. Ce simple acte de réflexion transforme la souffrance passive en apprentissage actif. C'est la marque d'un véritable pratiquant du stoïcisme. Souviens-toi, les marins n'apprennent pas à naviguer par mer calme. C'est dans les tempêtes qu'ils deviennent experts. Ta tristesse est cette tempête nécessaire qui fait de toi le capitaine de ton âme. Plus tu affrontes d'émotions difficiles avec conscience, plus tu développes cette compétence précieuse. Savoir traverser les orages intérieurs sans perdre ton cap. Un jour, tu regarderas en arrière et réaliseras avec étonnement que tes plus grandes forces sont nées précisément de ce que tu croyais être tes plus grandes faiblesses. La sensibilité qui te rendait vulnérable sera devenue ta capacité d'empathie. Les blessures qui te faisaient mal seront les cicatrices qui témoignent de ta résilience. C'est le paradoxe magnifique de l'entraînement émotionnel. Comme le disait Sénèque, les difficultés renforcent l'esprit, comme le travail muscle le corps. Ta tristesse actuelle n'est pas ton ennemi. C'est ton coach personnel, exigeant mais juste, qui te prépare à devenir la meilleure version de toi-même. Et ça, aucun bonheur superficiel ne pourrait t'offrir un tel cadeau. Leçon 5. Cultiver la gratitude malgré la douleur. Quand la tristesse nous enveloppe comme un brouillard épais, tout semble sombre autour de nous. Pourtant, même les nuits les plus noires ont leurs étoiles. Il suffit d'apprendre à lever les yeux. Les stoïciens pratiquaient un exercice puissant, chercher délibérément des lumières dans l'obscurité. Pas pour nier la douleur, mais pour garder un équilibre intérieur. Imagine-toi tenant une bougie dans une pièce obscure. Même petite, sa flamme change tout. La gratitude fonctionne ainsi. Elle ne fait pas disparaître les problèmes, mais elle empêche qu'ils ne prennent toute la place. Un café chaud, un rayon de soleil, le sourire d'un inconnu. Ces micro-bonheurs existent toujours, même quand notre cœur est lourd. Les remarquer, c'est exercer son muscle stoïcien de la perception. Marc Aurèle, empereur et philosophe stoïcien, commençait chaque journée par cette question. Que ai-je de bon dans ma vie aujourd'hui ? Pas dans un élan de naïveté, mais comme un entraînement mental. Car la gratitude est une compétence qui s'apprend, surtout quand tout semble aller mal. Plus on la pratique, plus elle devient naturelle, comme un chemin qu'on emprunte si souvent qu'il finit par se creuser de lui-même dans notre esprit. Et c'est ceci, chaque soir, note 3 petites choses qui t'ont touché positivement dans ta journée. Un oiseau qui chantait, une tâche accomplie, une pensée réconfortante. Peu importe leur taille, c'est l'exercice qui compte. Avec le temps, tu développeras une capacité magique, voir la lumière sans nier l'ombre. C'est cela, la vraie maîtrise stoïcienne, tenir les deux en même temps. La gratitude ne signifie pas faire semblant que tout va bien. C'est plutôt choisir de ne pas laisser les difficultés effacer tout le reste. Comme un jardinier qui arrose les fleurs plutôt que de ne regarder que les mauvaises herbes. Ton attention est une ressource précieuse, où choisis-tu de la diriger ? Les stoïciens savaient que ce sur quoi nous nous concentrons grandit dans notre expérience. Quand la tristesse te dit « regarde tout ce qui va mal », réponds-lui gentiment « oui, et regarde aussi ce qui va bien ». Cette simple ouverture fait toute la différence. Un corps en bonne santé, un toit sur ta tête, un livre qui te console. Ces dons semblent banals jusqu'à ce qu'on risque de les perdre. Les apprécier maintenant, c'est pratiquer la sagesse stoïcienne au quotidien. Sénèque écrivait « Personne n'apprécie ce qu'il a avant de l'avoir perdu ».
Mais ne vaut-il pas mieux l'apprécier avant? Cette question résume tout. La gratitude est une façon de ne pas attendre la perte pour comprendre la valeur de ce que nous possédons déjà. Elle transforme ce que nous avons en assez, et même en abondance. Pendant tes moments les plus difficiles, essaie cet exercice. Pose ta main sur ton cœur et respire profondément en pensant à une chose, même toute petite, qui te réchauffe l'âme. Peut-être un souvenir tendre, une qualité que tu aimes chez toi, ou simplement le fait d'être en vie à cet instant. Ce mini-rituel stoïcien recharge ton esprit mieux qu'on ne l'imagine. La vie est comme un tableau composé à la fois de couleurs sombres et lumineuses. La tristesse nous fait parfois ne voir que les tons gris, mais il ne représente jamais toute l'œuvre. En entraînant ton regard à repérer les touches de lumière, tu deviens l'artiste de ta propre perception. C'est ça, le pouvoir transformateur de la gratitude appliquée. Comme le disait Épictète, ne cherche pas à ce que les événements arrivent comme tu le veux, mais veuille qu'ils arrivent comme ils arrivent, et tu seras heureux. La gratitude stoïcienne, c'est cet art subtil d'accueillir la réalité telle qu'elle est, tout en y repérant obstinément les étincelles de beauté. Et ces étincelles, aussi minuscules soient-elles, finissent par éclairer tout le chemin. Leçon 6. Faire de la solitude une alliée. La solitude fait souvent peur. On la confond avec l'isolement, ce sentiment douloureux d'être coupé des autres. Pourtant, les stoïciens voyaient la solitude comme un cadeau précieux, un espace sacré où l'on peut enfin s'écouter. Imagine un lac dont les eaux sont toujours agitées. C'est seulement quand le vent se calme que la surface reflète clairement le ciel. Notre esprit fonctionne de la même manière. Dans notre monde hyperconnecté, nous fuyons souvent le silence. Dès qu'un moment de calme se présente, nous sortons notre téléphone ou allumons la télévision. Mais que se passerait-il si nous apprenions à rester simplement avec nous-mêmes? Les grands philosophes stoïciens comme Marc Aurèle pratiquaient régulièrement la retraite intérieure. Leurs plus belles pensées sont nées dans ces moments de solitude volontaire. Essaie cet exercice simple. Chaque jour, accorde-toi ne serait-ce que 5 minutes de vrai silence. Assis confortablement, observe tes pensées comme des nuages qui passent dans le ciel. Pas besoin de les juger ou de les retenir, juste les laisser être. Petit à petit, tu découvriras quelque chose d'étonnant. Dans ce calme, des réponses surgissent souvent d'elles-mêmes. C'est la magie de la solitude bien utilisée. La solitude choisie n'a rien à voir avec la sensation d'être abandonné. C'est au contraire un rendez-vous avec la personne la plus importante de ta vie, toi-même. Comment peux-tu vraiment connaître tes désirs profonds, tes valeurs, tes forces, si tu ne t'accordes jamais le temps de t'écouter? Les stoïciens considéraient cette pratique comme essentielle pour construire une vie alignée avec sa nature profonde. Quand tu commences à pratiquer la solitude, des résistances peuvent apparaître. Des pensées inconfortables, des émotions refoulées. C'est normal. C'est comme remuer l'eau d'un étang pour en faire sortir les impuretés. Le stoïcisme nous enseigne à accueillir ces manifestations avec curiosité plutôt qu'avec peur. Chaque vague émotionnelle finit par se calmer si on lui donne de l'espace et de l'attention. Transforme ta solitude en laboratoire d'auto-observation. Comment réagis-tu face à toi-même? Es-tu impatient? Critique? Bienveillant? Ces observations valent de l'or, car elles révèlent ta relation fondamentale avec toi-même. Épictète disait « Commence par te dire qui tu veux être, puis fais ce que tu dois faire. » Mais comment savoir qui tu veux être sans ces moments de dialogue intérieur? La prochaine fois que tu te sentiras seul, au lieu de chercher désespérément une distraction, essaie quelque chose de radical. Reste avec cette sensation. Respire avec elle. Demande-toi ce qu'elle veut t'enseigner. Tu découvriras peut-être que ce vide apparent est en réalité un espace ouvert à toutes les possibilités. Les stoïciens appelaient cela la plénitude du vide. Nos peurs et nos angoisses perdent souvent de leur pouvoir quand nous les regardons en face dans le silence de la solitude. Comme des ombres qui semblent effrayantes la nuit, mais deviennent banales en plein jour. En t'offrant régulièrement ces moments de retraite intérieure, tu développes une intimité avec toi-même qui devient une source inépuisable de force et de sérénité. Sénèque conseillait « Prends le temps chaque jour pour te retirer en toi-même ». Ce n'est pas un luxe, mais une nécessité pour qui veut vivre une vie consciente. Dans ce sanctuaire intérieur, tu peux faire le point, te recentrer et revenir vers les autres avec une présence plus authentique. Car paradoxalement, c'est seulement quand on est bien avec soi-même qu'on peut être vraiment disponible pour les autres. La solitude bien vécue est comme une graine. Elle semble petite et insignifiante au départ, mais contient en elle tout le potentiel d'un arbre majestueux. En cultivant patiemment cette relation avec toi-même, tu deviens à la fois le jardinier et le jardin de ton propre épanouissement.
Et c'est peut-être là le plus beau cadeau que la philosophie stoïcienne puisse nous offrir. La solitude bien comprise est comme un miroir qui ne ment jamais. Elle nous renvoie une image fidèle de nous-mêmes, sans les masques que nous portons en société. Les stoïciens pratiquaient cette confrontation honnête comme un exercice spirituel. Ce n'est pas toujours confortable, mais c'est nécessaire pour grandir. Quand nous cessons de fuir notre propre compagnie, nous découvrons des ressources insoupçonnées. Cette rencontre avec soi devient alors une source de liberté intérieure. Dans le silence de la solitude, les voix parasites s'estompent peu à peu. Les attentes sociales, les jugements des autres, les faux besoins créés par la société perdent de leur emprise. Nous retrouvons alors notre voix intérieure, cette sagesse naturelle que le bruit du monde couvre trop souvent. Marc Aurèle appelait cela « retourner à sa cabane intérieure ». C'est dans cet espace sacré que nous pouvons entendre ce que notre âme cherche vraiment à nous dire. Certains craignent que la solitude ne les rende étranges ou asociaux. C'est tout le contraire. En apprenant à être bien avec nous-mêmes, nous devenons paradoxalement meilleurs avec les autres. Nous ne cherchons plus à combler un vide par des relations superficielles. Nos interactions gagnent en authenticité et en profondeur. Les stoïciens comprenaient ce paradoxe. C'est en cultivant son jardin intérieur qu'on peut vraiment partager ses fruits. Essayez ce rituel stoïcien moderne. Une fois par semaine, faites une promenade seule, sans téléphone ni musique. Laissez vos pensées défiler naturellement. Observez comment votre esprit réagit à ce vide apparent. Au début, cela peut sembler étrange, presque inconfortable. Mais avec le temps, vous découvrirez que ces moments deviennent des oasis de clarté dans le désert de votre routine. C'est souvent là que surgissent vos meilleures idées. La solitude nous enseigne l'art subtil de la présence à soi. Trop souvent, nous sommes physiquement présents mais mentalement ailleurs, prisonniers du passé ou anxieux face à l'avenir. Dans la solitude choisie, nous nous entraînons à habiter pleinement l'instant. Nous apprenons à goûter la simple joie d'exister, sans avoir besoin de stimulation constante. Cette pratique stoïcienne transforme radicalement notre expérience du quotidien. Les peurs qui surgissent dans la solitude sont nos meilleurs professeurs. La peur de l'ennui, la peur de nos propres pensées, la peur de faire face à nos contradictions. Toutes ces résistances nous révèlent où nous avons besoin de grandir. Au lieu de les fuir, les stoïciens nous invitent à les observer avec curiosité. Chaque peur surmontée dans la solitude nous rend un peu plus libres dans notre vie sociale. Notre société moderne a fait de la solitude un tabou. On nous apprend à la craindre, à la combler à tout prix. Pourtant, toutes les grandes traditions philosophiques et spirituelles en ont fait un pilier de la sagesse. Les stoïciens, les bouddhistes, les mystiques chrétiens, tous ont reconnu sa valeur transformatrice. Redécouvrir cette vérité oubliée, c'est nous offrir un antidote puissant au stress et au superficiel de notre époque. La solitude stoïcienne n'est pas un repli sur soi égoïste, mais un approfondissement nécessaire. Comme un athlète qui se retire temporairement de la compétition pour mieux s'entraîner, nous avons besoin de ces retraits pour développer notre force intérieure. Ces moments passés seuls avec soi sont des investissements qui portent ensuite leurs fruits dans toutes nos relations. Ils nous aident à devenir des interlocuteurs plus présents, plus attentifs, plus authentiques. Quand nous pratiquons régulièrement la solitude, un phénomène intéressant se produit. Nous devenons moins dépendants du regard des autres. Nos choix deviennent plus alignés avec nos valeurs profondes plutôt qu'avec les attentes sociales. Cette autonomie intérieure était un idéal cher aux stoïciens. Elle ne nous isole pas des autres, mais nous permet au contraire d'entrer en relation avec eux de manière plus libre et plus vraie. La qualité de notre solitude détermine la qualité de nos relations. Plus nous sommes capables d'être pleinement présents à nous-mêmes, plus nous pouvons l'être avec les autres. C'est le grand paradoxe que les stoïciens avaient compris. La vraie connexion aux autres commence par une connexion authentique avec soi. En ce sens, cultiver la solitude n'est pas un acte d'isolement, mais le fondement même d'une vie relationnelle riche et épanouie. La solitude stoïcienne est finalement une forme d'amitié avec soi-même. Non pas une amitié complaisante qui ferme les yeux sur nos défauts, mais une amitié vraie qui reconnaît nos forces et travaille sur nos faiblesses. Comme le disait Sénèque,
sois ton propre ami et tu ne seras jamais seul. Cette amitié intérieure devient alors une base solide à partir de laquelle toutes les autres relations peuvent s'épanouir harmonieusement. En pratiquant cette solitude consciente, nous découvrons qu'elle n'est pas un vide à combler, mais un espace à habiter. Nous apprenons à y trouver non pas l'ennui, mais une profonde paix intérieure. Les stoïciens voyaient dans cette pratique le secret d'une vie équilibrée, capable à la fois de savourer la compagnie des autres et la richesse de sa propre présence. C'est cet équilibre subtil qui mène à la véritable sérénité. Leçon 7. Explorer la tristesse comme un signal révélateur. La tristesse frappe souvent comme une alarme silencieuse, inconfortable mais porteuse d'une information précieuse. Plutôt que de vouloir l'éteindre à tout prix, les stoïciens nous invitent à l'interroger. Que viens-tu m'apprendre ? Cette émotion peut révéler des besoins ignorés, des valeurs bafouées ou des limites à poser. Elle n'est pas l'ennemi, mais plutôt un indicateur lumineux sur le tableau de bord de notre vie intérieure. Imagine la tristesse comme une lettre urgente que ton âme t'envoie. Tu peux choisir de la jeter sans l'ouvrir, ou bien de la décacheter avec curiosité. Peut-être te parle-t-elle d'un manque d'authenticité dans tes relations, d'un travail qui ne te ressemble plus, ou simplement du besoin de ralentir. Le stoïcisme nous apprend à devenir des détectives bienveillants de nos propres émotions, cherchant les indices qu'elles contiennent. Quand la tristesse persiste, c'est souvent parce que nous n'avons pas compris son message. Comme un enfant qui répète la même question jusqu'à être entendu, elle revient jusqu'à ce que nous prêtions attention. Poser des questions simples peut aider. Qu'est-ce que cette tristesse dit de ce qui compte vraiment pour moi ? Quelle partie de moi pleure et pourquoi ? Ce dialogue intérieur transforme la souffrance passive en connaissance active. Les stoïciens distinguaient avec soin ce qui dépend de nous de ce qui n'en dépend pas. Appliqué à la tristesse, cela donne une piste précieuse. Parfois, l'émotion vient de notre résistance à accepter ce que nous ne pouvons changer. D'autres fois, elle pointe vers des domaines où nous avons justement le pouvoir d'agir. Savoir faire cette distinction est crucial. C'est la différence entre ruminer et évoluer. Pratique cet exercice quand la tristesse se présente. Écris-lui une lettre comme à un ami qui essaie de t'avertir. Chère tristesse, je t'écoute. Que essaies-tu de me dire sur mes besoins, mes limites ou mes aspirations ? Cette personnification peut sembler étrange au début, mais elle ouvre souvent des prises de conscience surprenantes. Beaucoup découvrent ainsi des vérités essentielles qu'ils évitaient de regarder en face. La tristesse peut être le signe que quelque chose en nous demande à mourir pour laisser place à du nouveau. Une croyance limitante, une relation toxique, une image de soi dépassée. Comme le phénix qui renaît de ses cendres, nous avons parfois besoin de ces deuils intérieurs pour évoluer. Les stoïciens voyaient dans ces processus douloureux les contractions nécessaires à toute véritable métamorphose. Attention cependant, comprendre le message de la tristesse ne signifie pas s'y complaire. Il y a une différence subtile entre écouter son émotion et s'y noyer. Le stoïcisme nous enseigne à maintenir cette distance juste, assez proche pour entendre, assez distante pour ne pas se perdre. Comme un bon médecin qui écoute les symptômes sans s'identifier à la maladie. Notre société nous pousse souvent à masquer la tristesse sous des sourires forcés ou des distractions permanentes. Mais en faisant cela, nous risquons de passer à côté de ces enseignements précieux. Les grands philosophes stoïciens, loin d'être insensibles, avaient développé une relation mature avec leurs émotions. Ils savaient que chaque état d'âme contient une leçon si nous acceptons de l'entendre. Quand tu te sens triste, essaie ceci. Identifie la sensation physique qui l'accompagne, un poids sur la poitrine, une boule dans la gorge. Puis demande-toi, si cette sensation pouvait parler, que dirait-elle ? Cette approche corporelle, couplée à la réflexion stoïcienne, permet souvent d'accéder à des vérités que le mental seul ne peut saisir. Le corps sait souvent avant l'esprit ce dont nous avons vraiment besoin. En apprenant à décoder tes tristesses, tu développes une compétence précieuse, l'intelligence émotionnelle. Tu deviens capable de distinguer une tristesse passagère, comme un orage d'été, d'une tristesse révélatrice, qui pointe vers un changement nécessaire. Les stoïciens appelaient cela la sagesse du discernement. Cet art subtil de savoir quand accepter et quand transformer. Finalement,
La tristesse bien écoutée peut devenir une boussole intérieure. Elle te montre où ton âme a soif de plus d'authenticité, de liberté ou d'amour. Comme le disait Marc Aurèle, ce qui fait obstacle devient chemin. Ta tristesse actuelle n'est peut-être qu'un détour nécessaire sur la route de ta croissance. En l'accueillant avec curiosité plutôt qu'avec peur, tu transformes un poids en allié. La tristesse agit parfois comme un signal d'alarme émotionnelle, nous avertissant que nous nous éloignons de nos valeurs fondamentales. Les stoïciens comprenaient que lorsque nos actions ne sont pas alignées avec nos principes, l'âme manifeste son désaccord par ce malaise. Plutôt que de l'étouffer sous des distractions, ils nous invitent à voir cette dissonance comme une opportunité de réalignement intérieur. Certaines tristesses récurrentes fonctionnent comme des rappels à l'ordre existentiel. Elles peuvent indiquer que nous négligeons une partie essentielle de nous-mêmes depuis trop longtemps. Peut-être l'artiste en nous qui réclame de créer, ou l'aventurier qui demande à sortir de sa routine. Écouter ces appels intérieurs demande du courage, mais les ignorer conduit souvent à une tristesse plus profonde. La tristesse sociale, ce sentiment de ne pas être à sa place, mérite une attention particulière. Elle peut révéler soit un besoin de mieux choisir son environnement, soit un travail à faire sur son sentiment d'appartenance. Les stoïciens suggéraient de distinguer clairement les deux, changer ce qui peut l'être et accepter avec sagesse ce qui ne dépend pas de nous. Il existe une tristesse particulière qui surgit quand nous grandissons et laissons derrière nous d'anciennes versions de nous-mêmes. Comme un serpent qui mue, nous ressentons à la fois la douleur de la perte et l'excitation du nouveau. Les philosophes stoïciens voyaient dans ces transitions des passages obligés vers une vie plus authentique et épanouie. La tristesse matinale peut être particulièrement révélatrice. Au réveil, avant que les défenses mentales ne se mettent en place, notre vérité intérieure émerge plus clairement. Tenir un journal de ces états d'âme au lever permet souvent d'identifier des schémas récurrents et des besoins non satisfaits qui demandent attention. Certaines personnes ressentent une tristesse inexplicable à des moments précis de l'année ou dans des lieux particuliers. Ces réactions peuvent être des messages de l'inconscient, pointant vers des mémoires ou des potentiels enfouis. La pratique stoïcienne du retour sur soi, examen méditatif, offre des outils pour décrypter ces signaux mystérieux. La tristesse créative est un phénomène fascinant. Ce vide ressenti après avoir accompli un projet important. Elle ne signifie pas que l'œuvre est ratée, mais plutôt que l'âme cherche déjà un nouveau défi à sa mesure. Les artistes stoïciens apprenaient à voir cette mélancolie post-création comme le signe d'un esprit en croissance. Il existe une forme de tristesse qui survient quand nous réalisons soudain la fugacité des moments heureux. Plutôt que de la rejeter, les stoïciens nous enseignent à l'utiliser comme un aiguillon pour apprécier davantage le présent. Cette tristesse anticipée peut paradoxalement approfondir notre capacité à savourer l'instant. La tristesse empathique, celle que nous ressentons face à la souffrance du monde, mérite une approche particulière. Les stoïciens suggéraient de la transformer en action constructive plutôt qu'en impuissance paralysante. Ce type de tristesse peut alors devenir le moteur d'un engagement social ou humanitaire. En vieillissant, une certaine tristesse existentielle peut apparaître, liée à la prise de conscience du temps qui passe. La sagesse stoïcienne propose d'y répondre non par le déni, mais par un engagement renouvelé à vivre chaque jour selon ses valeurs. Cette mélancolie mature peut alors devenir source de profondeur et d'authenticité. La tristesse spirituelle, ce sentiment d'être séparé de quelque chose de plus grand, était considéré par les stoïciens comme un appel à se reconnecter à la nature et à l'ordre cosmique. Ils y voyaient non pas une malédiction, mais une invitation à élargir sa perspective et à trouver sa place dans le grand tout. Leçon 8. Vivre dans l'instant présent. Le passé est un souvenir, le futur une imagination, mais le présent est la seule réalité que nous possédons vraiment. Les stoïciens comprenaient cette vérité avec une clarté extraordinaire. Ils savaient que nos souffrances viennent souvent de notre tendance à habiter mentalement des temps qui n'existent plus ou pas encore. Pourtant, la vie ne se déroule nulle part ailleurs qu'ici et maintenant, dans ce souffle précis qui entre et sort de tes poumons à cet instant même. Imagine ton esprit comme un voilier. Les regrets du passé et les craintes du futur sont les ancres qui le retiennent immobile.
Le stoïcisme nous apprend à lever ses ancres pour enfin naviguer dans le courant de la vie présente. Cela ne signifie pas oublier le passé ou négliger l'avenir, mais cesser d'y être enchaîné. Le présent devient alors un espace vaste et libre où chaque action prend tout son sens. Nos pensées vagabondent sans cesse, comme des singes agités qui sautent de branche en branche. Et si j'avais fait différemment? Que va-t-il se passer demain? Ces questions ont leur utilité, mais quand elles deviennent obsessionnelles, elles nous volent notre vie. Les stoïciens pratiquaient ce retour au présent comme une discipline quotidienne. Pour eux, chaque moment était une occasion de pratiquer la vertu, peu importe les circonstances. Essaie cet exercice simple. Plusieurs fois par jour, arrête-toi et observe consciemment 5 choses autour de toi. La texture du tissu sur ta peau, les sons dans la pièce, le goût dans ta bouche, ta posture, ton rythme respiratoire. Ce mini-anchoring stoïcien te ramène systématiquement à la réalité tangible du moment présent. Tu découvriras que beaucoup de tes angoisses s'évaporent quand tu cesses de les nourrir avec ton imagination. Le présent est le seul territoire où nous avons véritablement du pouvoir. Le passé est figé, l'avenir incertain, mais cet instant-ci est un espace de liberté pure. Même dans les situations les plus contraintes, nous gardons toujours le choix de notre attitude intérieure. Comme le disait Épictète, ancien esclave devenu maître stoïcien, ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur les choses. Quand tu te surprends à ruminer le passé ou à anticiper anxieusement l'avenir, pose-toi cette question stoïcienne. Quel est mon prochain petit pas, ici et maintenant? Cette simple interrogation brise le cycle des pensées stériles et te recentre sur l'action concrète. Souvent, ce prochain pas est minuscule. Respirer profondément, boire un verre d'eau, faire une chose à la fois. C'est dans cette simplicité que réside la vraie maîtrise de soi. Le présent est comme un muscle qui s'atrophie quand on ne l'utilise pas. Notre société moderne, avec ses distractions permanentes, nous a désappris à simplement être. Les stoïciens pratiquaient régulièrement ce qu'on pourrait appeler des « bains de présence », des moments délibérés où ils s'immergeaient complètement dans l'expérience immédiate, sans jugement ni distraction. Marc Aurèle nous rappelle « Ne te disperse pas, ne sois pas pressé. Dans chaque action, sois toi-même ». Ce conseil est d'une actualité brûlante dans notre monde hyperconnecté. Vivre dans le présent, c'est retrouver cette unité intérieure où le corps, l'esprit et l'action ne font qu'un. C'est dans cet état de grâce que nous pouvons donner le meilleur de nous-mêmes, quel que soit ce que la vie nous présente. La pratique du présent stoïcien n'est pas une fuite des responsabilités, mais au contraire une façon plus engagée d'habiter sa vie. Quand nous cessons de nous perdre dans des scénarios imaginaires, nous devenons pleinement disponibles pour ce qui est réellement en train de se passer. Cette présence attentive est peut-être le plus beau cadeau que nous puissions nous offrir, et offrir aux autres. Finalement, vivre dans le présent est un acte de rébellion contre tout ce qui veut nous distraire de l'essentiel. C'est choisir de goûter pleinement chaque bouchée, d'écouter vraiment chaque conversation, de ressentir profondément chaque émotion. Les stoïciens avaient compris que c'est seulement en habitant pleinement le présent que nous pouvons construire un futur digne d'être vécu, et laisser derrière nous un passé sans regret. Le présent est le point de rencontre entre ce qui a été et ce qui sera, l'unique lieu où la vie se déploie réellement. Les stoïciens comparaient souvent l'existence à un fleuve. Nous ne pouvons jamais mettre 2 fois le pied dans la même eau. Cette image nous rappelle que chaque instant est à la fois éphémère et précieux, qu'il mérite donc notre attention totale plutôt qu'un regard distrait. Nos résistances au présent prennent souvent des formes subtiles. La procrastination, vivre dans le futur virtuel, les regrets, vivre dans le passé révolu, ou même les distractions constantes, fuir le présent par peur de l'affronter. Le stoïcisme nous invite à repérer ces mécanismes d'évasion pour mieux nous en libérer. Chaque fois que nous prenons conscience de ces fuites, nous avons l'occasion de revenir à la réalité nue de l'instant. La présence stoïcienne n'est pas un état passif, mais une vigilance active. Il s'agit d'observer le monde avec des yeux neufs, comme si c'était la première fois. Cette qualité d'attention transforme les expériences les plus banales en occasions d'émerveillement. Une tasse de thé devient une cérémonie, une marche ordinaire une exploration sensorielle, une conversation un échange sacré.
Le corps est notre meilleur allié pour revenir au présent. Les stoïciens pratiquaient la conscience du souffle, des sensations et des postures comme ancrage dans la réalité immédiate. Quand l'esprit s'emballe, portez attention aux pieds qui touchent le sol, aux mains qui ressentent la texture des objets, au vent sur le visage. Ces sensations simples nous ramènent inévitablement à l'ici et maintenant. Les obstacles deviennent moins effrayants quand nous les affrontons un moment à la fois. Un projet écrasant se gère étape par étape, une peine se traverse souffle après souffle. Le stoïcisme nous enseigne à découper les défis en fragments présents gérables, évitant ainsi la paralysie causée par la vision globale de la difficulté. La présence authentique est un antidote puissant contre l'anxiété. Quand nous remarquons que nos peurs concernent presque toujours des événements passés ou futurs, qui par définition n'existent pas, nous pouvons choisir de revenir à ce qui est réel en cet instant. Souvent, nous découvrons alors que dans le présent pur, nous avons déjà tout ce qu'il nous faut pour être en paix. Les relations humaines gagnent en profondeur quand nous apprenons à être vraiment présents. Combien de conversations vivons-nous à moitié, l'esprit déjà ailleurs? Le stoïcisme valorise l'art d'écouter pleinement, sans préparer sa réponse pendant que l'autre parle. Cette qualité d'attention devient un cadeau rare et précieux dans notre monde distrait. Le présent est le seul temps où la gratitude peut s'exprimer pleinement. Remercier pour un beau souvenir, c'est encore vivre dans le passé. Se réjouir d'un bonheur à venir, c'est habiter le futur. Mais savourer un rayon de soleil sur sa peau ici et maintenant, c'est pratiquer la gratitude stoïcienne dans sa forme la plus pure et transformatrice. La présence attentive transforme les routines en rituels. Ce qui semblait fastidieux, faire la vaisselle, attendre le bus, plier du linge, peut devenir une pratique méditative quand nous y engageons toute notre attention. Les stoïciens voyaient dans ces moments ordinaires des occasions parfaites pour exercer leur philosophie au quotidien. Finalement, vivre dans le présent est un choix qui se renouvelle à chaque instant. Personne ne peut y parvenir parfaitement, et c'est très bien ainsi. L'important est de remarquer quand nous nous égarons dans le temps mental et de revenir doucement à la réalité tangible encore et encore. Cette pratique patiente est au cœur de la sagesse stoïcienne, non pas comme but lointain, mais comme chemin à parcourir pas à pas, souffle après souffle. Leçon 9. Redéfinir le succès selon les valeurs stoïciennes. Notre société nous serine que le succès se mesure en diplôme, en salaire, en likes ou en possession matérielle. Mais les stoïciens, il y a 2000 ans, avaient déjà compris la vanité de ces critères. Pour eux, le véritable succès était une affaire intérieure. Pouvoir se regarder dans le miroir chaque soir et voir un être intègre, maître de ses émotions, en paix avec lui-même. Cette définition radicale change tout. Elle place le pouvoir entre nos mains, indépendamment des circonstances extérieures. Imagine deux personnes. La première a fortune et gloire, mais est anxieuse et insatisfaite. La seconde vit simplement, mais avec sérénité et cohérence intérieure. Qui est vraiment réussi? Le stoïcisme répond sans hésiter, celle qui a cultivé la vertu. Non pas la vertu au sens moralisateur, mais comme excellence humaine. Le courage face aux épreuves, la justice dans ses relations, la sagesse dans ses choix, la tempérance dans ses désirs. Ces qualités constituent la seule richesse qu'aucun revers ne peut nous voler. Nous gaspillons tant d'énergie à poursuivre des objectifs externes en croyant qu'ils nous apporteront le bonheur. Quand j'aurai cette promotion, quand j'achèterai cette maison. Les stoïciens appellent cela la fausse monnaie du succès. Leur révolution philosophique, déplacer notre attention vers ce qui dépend vraiment de nous, nos jugements, nos valeurs, nos réactions. Un PDG stressé est-il vraiment plus réussi qu'un jardinier serein? La question mérite d'être posée. Pratique ce petit exercice stoïcien. Chaque soir, demande-toi non pas que ai-je accompli aujourd'hui, mais comment ai-je vécu aujourd'hui? Ai-je été courageux face aux difficultés, juste envers les autres, maître de mes impulsions? Cette simple réorientation du regard transforme progressivement notre conception même de la réussite. Nous commençons à chercher la satisfaction dans l'être plutôt que dans l'avoir, dans le processus plutôt que dans les résultats. Les stoïciens distinguaient avec soin ce qui dépend de nous de ce qui n'en dépend pas. Ton travail,
Tu peux donner le meilleur de toi-même, mais pas contrôler si ton patron l'apprécie. Ton sport, tu peux t'entraîner avec discipline, mais pas décider qui gagnera la compétition. Le succès véritable consiste donc à concentrer toute ton énergie sur ton arène intérieure, tes efforts, ton intégrité, ta progression, tout en lâchant prise sur les résultats finaux. Cette approche n'est pas une excuse pour la médiocrité, bien au contraire. C'est une invitation à donner le meilleur de soi-même pour des raisons plus profondes que la reconnaissance extérieure. L'artisan stoïcien travaille avec excellence non pour les applaudissements, mais pour l'orgueil d'un travail bien fait. L'athlète stoïcien s'entraîne avec passion non juste pour les médailles, mais pour repousser ses propres limites. Ce déplacement de motivation change tout. Quand nous faisons de la vertu notre boussole, les échecs prennent un nouveau sens. Un projet qui ne marche pas devient une leçon de résilience. Une critique injuste devient une occasion de pratiquer l'équanimité. Les obstacles se transforment en terrain d'entraînement pour notre caractère. C'est ce que Marc Aurèle appelait l'art de transformer les pierres sur son chemin en marche d'escalier. Attention cependant, le stoïcisme ne recommande pas de négliger les aspects matériels de la vie. Il nous invite simplement à les remettre à leur juste place, comme des préférences qui peuvent être agréables, mais jamais comme condition indispensable au bonheur. Nous pouvons chercher à réussir professionnellement, tout en sachant que notre valeur ne dépend pas de cette réussite. Cette nuance fait toute la différence. En adoptant cette vision stoïcienne du succès, nous devenons paradoxalement plus performants dans le monde extérieur. Libérés de la peur de l'échec et du besoin de validation, nous osons prendre des risques calculés. Détachés des résultats immédiats, nous persévérons là où d'autres abandonnent. C'est le grand paradoxe. En cessant de faire du succès extérieur un objectif, nous multiplions nos chances de l'atteindre, tout en restant heureux même s'il nous échappe. Finalement, le succès stoïcien ressemble à une forteresse intérieure inexpugnable. Les tempêtes de la vie peuvent gratter ses murs, mais ne peuvent la renverser. Perte d'emploi, critiques, revers financiers, rien n'atteint ce noyau inviolable où résident notre intégrité et notre paix intérieure. Et c'est peut-être là la plus grande réussite possible. Devenir invincible non parce que tout nous sourit, mais parce que nous avons appris à sourire à tout. Le succès conventionnel est comme une drogue. Plus on en a, plus on en veut, sans jamais être vraiment rassasié. La vision stoïcienne, elle, offre une satisfaction profonde et durable, car elle ne dépend pas de facteurs extérieurs toujours changeants. C'est la différence entre construire sa maison sur le sable mouvant des circonstances ou sur le roc solide de son caractère. Nos sociétés modernes confondent souvent célébrité et valeur personnelle. Les stoïciens rappellent qu'on peut être admiré par des milliers de personnes tout en étant misérable intérieurement, comme ces stars qui succombent aux excès. À l'inverse, une vie discrète mais vécue avec noblesse et cohérence représente un authentique triomphe philosophique. La redéfinition stoïcienne du succès est profondément égalitaire. Elle ne dépend ni de la naissance, ni de la chance, ni des circonstances, mais seulement de notre volonté et de nos choix. Un esclave comme Épictète peut ainsi atteindre une grandeur d'âme supérieure à celle d'un empereur corrompu. Cette méritocratie de la vertu est peut-être la plus juste qui soit. Dans le monde professionnel, l'approche stoïcienne permet de concilier ambition et sérénité. On peut viser l'excellence dans son travail tout en restant détaché des résultats. Cette attitude paradoxale réduit le stress tout en améliorant souvent les performances, car elle élimine la peur de l'échec qui paralyse tant de talents. Les stoïciens distinguaient 3 types de biens. Ceux qui sont totalement hors de notre contrôle, la célébrité, la richesse, ceux qui dépendent partiellement de nous, la santé, les relations, et ceux qui dépendent entièrement de nous, nos jugements, nos valeurs. Le vrai succès consiste à investir son énergie principalement dans ce 3e domaine, le seul véritablement fiable. La réussite stoïcienne est vérifiable instantanément. Pas besoin d'attendre une validation externe. À tout moment, nous pouvons nous demander « Suis-je en train d'agir avec courage et intégrité ?» La réponse, si elle est honnête, nous dit immédiatement si nous sommes sur la bonne voie, indépendamment des apparences ou des résultats tangibles. Cette conception du succès est étonnamment moderne.
La psychologie positive a confirmé que les objectifs intrinsèques, développement personnel, relations authentiques, apportent plus de bonheur durable que les objectifs extrinsèques, argent, statut. Les stoïciens avaient pressenti cette vérité il y a des siècles, montrant l'avance de leur compréhension humaine. Le succès traditionnel est souvent solitaire. On grimpe sur les autres pour atteindre le sommet. Le succès stoïcien, lui, est profondément relationnel. Puisqu'il se mesure à notre capacité à être juste, bienveillant et utile aux autres, il crée naturellement du lien plutôt que de la compétition stérile. En vieillissant, la vision stoïcienne du succès prend souvent plus de sens. On réalise que les trophées accumulés pèsent moins lourd que la qualité de notre caractère et la profondeur de nos relations. Ce que les stoïciens proposent, c'est d'acquérir cette sagesse plus tôt dans la vie, pour ne pas avoir à regretter des années passées à poursuivre des illusions. Finalement, le succès stoïcien est un art de vivre bien plus qu'un but à atteindre. C'est une façon de traverser l'existence avec grâce et dignité, quelles que soient les circonstances. Comme le disait Sénèque, ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Le vrai courage, et donc le vrai succès, commence par cette prise de conscience libératrice. Leçon 10. Les émotions comme guide vers soi-même. Tes émotions ne sont pas des ennemis à abattre, mais des messagères venues te parler de toi-même. Les stoïciens, bien loin de prôner l'insensibilité, avaient développé un art subtil du dialogue intérieur. Quand la colère monte, au lieu de la réprimer ou de l'exploser, ils suggéraient de l'interroger. « Que me dis-tu de mes limites franchies ?» Cette approche transforme les tempêtes émotionnelles en occasion de mieux se connaître. Imagine ton âme comme une maison avec plusieurs pièces. Certaines sont claires et accueillantes, d'autres sombres et poussiéreuses. Nos émotions difficiles sont comme des visiteurs inattendus qui frappent aux portes que nous préférerions garder closes. Le stoïcisme nous apprend à ouvrir ces portes avec courage, car derrière chacune se cache un trésor de compréhension sur nos besoins et nos valeurs les plus authentiques. La tristesse qui persiste est souvent une indication qu'une partie de nous a besoin d'attention. Peut-être avons-nous négligé un deuil non fait, une blessure non soignée, un rêve abandonné. Les stoïciens pratiquaient ce qu'on pourrait appeler une archéologie émotionnelle, creuser délicatement sous la surface de leurs sentiments pour en découvrir les racines cachées. Ce travail demande patience et bienveillance envers soi-même. L'anxiété, cette compagne si fréquente de nos vies modernes, parle souvent le langage du futur imaginé. Et si commence-t-elle généralement? Le remède stoïcien, ramener doucement cette énergie vers le présent concret. Que puis-je faire ici et maintenant? Cette simple question transforme l'énergie paralysante de l'angoisse en puissance d'action constructive. Elle nous rappelle que notre véritable pouvoir réside toujours dans l'instant actuel. La joie elle-même mérite d'être écoutée avec attention. Qu'est-ce qui nous fait vraiment vibrer? Quelles activités nous donnent cette légèreté du cœur? Ces moments de grâce ne sont pas de simples parenthèses dans notre vie, mais des indicateurs précieux de ce qui nous ressemble vraiment. Les stoïciens y voyaient des signes de notre démon intérieur, cette voix intime qui connaît notre voix authentique. Et c'est cet exercice stoïcien moderne. Tiens un journal de tes émotions comme un scientifique noterait ses observations. Sans jugement, décris leurs manifestations physiques, leurs déclencheurs, leur durée. Avec le temps, des motifs apparaîtront, des situations, des pensées qui génèrent systématiquement certaines réactions. Cette cartographie émotionnelle est une étape clé vers la liberté intérieure. Les émotions refoulées finissent toujours par ressurgir, souvent sous forme déguisée. Une colère non exprimée devient amertume, une peur niée se transforme en anxiété diffuse. Les stoïciens recommandaient de donner audience régulièrement à ces états intérieurs, comme un souverain sage écoute ses conseillers. Cette pratique préventive évite les explosions émotionnelles incontrôlées. Quand une émotion te submerge, pose-lui ces 3 questions stoïciennes. Qu'est-ce que tu veux me protéger? Qu'est-ce que tu veux me faire comprendre? Comment puis-je répondre à ton message de manière constructive? Ce dialogue transforme la relation à soi-même d'un combat épuisant en une collaboration intelligente.
La liberté stoïcienne ne consiste pas à ne plus ressentir d'émotions, mais à ne plus en être l'esclave. Comme un bon capitaine qui écoute le vent mais décide lui-même de la direction à prendre, nous pouvons accueillir nos émotions sans leur donner les commandes. Cette maîtrise ne s'acquiert pas par la répression, mais par une écoute de plus en plus fine et respectueuse de notre monde intérieur. Finalement, nos émotions sont comme les vagues de l'océan, nous ne pouvons les contrôler, mais nous pouvons apprendre à naviguer avec elles. Les stoïciens nous offrent cette boussole intérieure, la capacité à traverser toutes nos tempêtes émotionnelles sans perdre le nord de nos valeurs et de notre raison. C'est cela, la véritable liberté, non pas l'absence de vagues, mais l'art de danser avec elles. Chaque émotion possède sa propre logique et sa propre sagesse. La peur nous alerte d'un danger réel ou perçu, la colère signale une injustice, la honte pointe vers un écart entre nos actions et nos valeurs. Les stoïciens apprenaient à décoder ces messages plutôt qu'à les diaboliser. Cette approche pragmatique transforme le chaos émotionnel en système d'information précieux. Nos émotions sont comme des enfants. Elles crient d'autant plus fort qu'elles se sentent ignorées. Quand nous apprenons à les écouter avec bienveillance, leur intensité diminue souvent naturellement. La pratique stoïcienne de l'examen méditatif du soir était conçue pour cette écoute régulière, évitant ainsi l'accumulation de tensions émotionnelles non résolues. Certaines émotions récurrentes fonctionnent comme des indicateurs de nos besoins fondamentaux non satisfaits. Une frustration chronique peut révéler un manque d'autonomie, une tristesse persistante, un besoin de sens non comblé. Les stoïciens nous invitent à mener cette enquête intérieure avec la rigueur d'un philosophe et la compassion d'un ami. Les émotions dites négatives ont souvent une fonction protectrice méconnue. L'anxiété peut nous pousser à mieux nous préparer, la colère à nous affirmer, la tristesse à ralentir et intégiter nos expériences. Le travail stoïcien consiste non pas à éliminer ces émotions, mais à les canaliser vers des actions constructives plutôt que destructrices. Nos émotions sont profondément corporelles. Elles s'expriment par des tensions, des chaleurs, des nœuds. Les stoïciens pratiquaient une forme de méditation corporelle avant l'heure, apprenant à lire les signaux physiques de leurs états émotionnels. Cette conscience incarnée permet d'intervenir plus tôt dans le processus émotionnel, avant que la réaction ne devienne incontrôlable. Les émotions sont contagieuses. Nous attrapons souvent celles des gens autour de nous sans nous en rendre compte. Les stoïciens développaient une capacité à discerner ce qui leur appartenait vraiment dans ce flot émotionnel partagé. Cette frontière psychologique claire est une protection essentielle pour préserver son équilibre intérieur. Les émotions ont leur propre temporalité. Certaines passent comme des orages d'été, d'autres s'installent comme des saisons. Les stoïciens apprenaient à distinguer les humeurs passagères des tendances émotionnelles plus profondes. Cette discrimination permet de ne pas surréagir aux premières tout en prenant au sérieux les secondes. Nos émotions évoluent avec nous. Ce qui nous terrifiait à 20 ans peut nous laisser indifférents à 40 ans, et inversement. Les stoïciens voyaient dans cette évolution naturelle une preuve de notre capacité à grandir émotionnellement. Leur philosophie offre des outils pour accompagner consciemment cette maturation plutôt que la subir passivement. Les émotions collectives, peur sociale, enthousiasme populaire, méritent une attention particulière. Les stoïciens développaient une capacité à rester centrés au milieu de ces vagues collectives, à distinguer leurs réactions authentiques des influences de groupe. Cette indépendance émotionnelle est plus que jamais précieuse dans notre monde hyperconnecté. Finalement, la relation à nos émotions est un apprentissage permanent, non une destination fixe. Les stoïciens comparaient cela à l'éducation d'un cheval fougueux. Il ne s'agit pas de le briser, mais d'apprendre à danser avec lui. Plus nous pratiquons cette danse avec patience et respect, plus elle devient harmonieuse, transformant nos émotions d'obstacles en alliés sur le chemin de notre croissance.